Maxime, un autre sujet. Hop. Bonjour Maxime, on va parler de POSIA, qui est une association qui est mondiale, hein, c'est un mouvement un peu mondial. Et puis toi, tu es le représentant de POSIA en France, si j'ai bien tout suivi, Maxime. Je te laisse te C'est ça, présenter. oui. Alors déjà, c'est bien, je trouve que ma présentation arrive juste après celle-ci parce qu'on vient d'avoir un exemple de comment bien utiliser l'IA pour s'auto-améliorer, etc. Et maintenant, je vais parler du revers de la médaille, comment mal utiliser l'IA et plus généralement aussi dézoomer sur les risques qui sont en train d'évoluer et ce qui nous attend dans un futur proche. Euh, moi, je suis le fondateur de POSIA. POSIA, c'est la branche française d'un mouvement qui s'appelle POS AI, qui a été fondé aux Pays-Bas en 2023. Et POS AI demande un moratoire pour la mise en place d'un traité international pour mettre en pause le développement d'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire un système d'IA qui peut tout faire, et rediriger la recherche et le développement vers des IA étroites, donc des systèmes plus spécifiques dédiés à une tâche particulière, et globalement des IA qui présentent un meilleur profil bénéfice-risque. Euh, sur moi, personnellement, j'ai travaillé en machine learning et en deep learning pendant une dizaine d'années, jusqu'en 2022. Et j'ai décidé bon, j'ai changé de focalisation en 2022 parce que je commençais à observer la rapidité de l'évolution de cette technologie et j'ai commencé à me poser des questions sur les impacts sociétaux. Quand on pense qu'on va réussir à créer des systèmes qui peuvent faire tout ce qu'un humain peut faire dans 200 ans, c'est pas la même, on n'a pas les mêmes questionnements que quand on commence à se demander si ça risque d'arriver, on commence à penser que ça risque d'arriver dans une dizaine d'années. Donc j'ai pris un congé sabbatique pour réfléchir à tout ça. Pendant ce temps-là, il y a GPT-4 qui est sorti, ce qui a encore fait réfléchir pas mal de gens sur la rapidité du progrès. Et j'ai commencé à m'intéresser à un domaine qui s'appelle la sécurité de l'IA. C'est le domaine de recherche qui étudie les risques de l'IA, les façons de minimiser ces risques, les problématiques de contrôle et de compréhension des intelligences artificielles modernes. Et leurs conclusions sont assez catastrophiques. Donc je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'étrange là-dedans. J'ai fait un projet de recherche dans le domaine et éventuellement, j'ai décidé qu'il fallait que plus de gens soient au courant de ce qui se passe, à minima, et idéalement aider à faire en sorte que les choses se passent bien. Donc j'ai découvert Pose AI, je me suis investi bénévolement chez eux, et il y a environ un an, j'ai fondé la branche française, POSIA. Et en France, on va vraiment faire un travail de sensibilisation du grand public et des législateurs et des décideurs. À la fin du mois, là, le 31 octobre, s'il y en a qui sont à Paris, on organise une conférence au Sénat. Je pourrais envoyer les informations sur ça à la fin de mon pitch. Donc voilà un petit peu le contexte. Alors, j'ai pas préparé de slide et je devrais peut-être aussi utiliser l'outil de Fabrice pour améliorer mon, euh, mes skills de présentation, mais globalement, je vais improviser sur le thème que Christophe m'a communiqué, donc je vais partir vraiment de l'impact sur les étudiants en ce moment de l'IA. Il me semble que c'est de ça dont on avait parlé, Christophe, Ouais. quand on s'était rencontrés. Euh, en ce moment, on a un problème sous la main qui est que les étudiants utilisent l'IA pour tricher. Et c'est assez difficile à appréhender comme problème. Par exemple, alors je ne veux pas me planter sur le chiffre, mais il me semble qu'il y a eu un événement récent en Belgique où les étudiants, on s'est rendu compte que le taux de succès pour les étudiants en médecine était passé de 19% à 49% en un an. Et c'est étrange. Et bon, l'explication est toute simple, c'est juste que tout le monde utilise des IA pour tricher pendant les examens. Et ça pose de gros problèmes. Je pense que ça pose à la fois un problème disons superficiel, qui est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les étudiants ne fassent pas ça, détecter la triche et mesurer des vraies compétences. Mais le problème plus profond, c'est qu'est-ce qu'ils devraient vraiment apprendre. En fait, à partir du moment où on a des systèmes qui sont capables de faire
ce qu'on essaye de leur apprendre mieux que eux, vers quoi on devrait, est-ce qu'on est en train de leur apprendre des choses inutiles, vers quoi on devrait rediriger l'enseignement. Donc tout ça, c'est des questions très épineuses. Euh, et, et je pense que c'est vraiment le revers de la médaille de la présentation que l'on vient d'avoir. C'est-à-dire que les IA qui existent en ce moment, on peut les utiliser pour s'améliorer soi-même. On peut l'utiliser pour améliorer nos méthodes d'apprentissage. On peut l'utiliser comme un tuteur. Alors, moi, je fais ça très souvent. S'il y a un sujet que je ne connais pas du tout, je vais commencer par discuter avec une IA qui en gros, est capable de m'apprendre très rapidement les bases du sujet. Ou alors, on peut l'utiliser juste pour tricher, pour ne pas avoir à faire le travail et déléguer entièrement nos fonctions cognitives. Euh, Je pense que au fil de cette improvisation que je vais faire, n'hésitez pas à tout moment à lever la main pour poser des questions. Je pense que ce sera peut-être plus simple comme ça que D'être dans si on attend la l'interaction. fin. Pendant que Ouais, tu parlais, juste dans les discussions, j'ai mis plusieurs liens donc sur la POSIA, sur des discours que tu as déjà tenus, donc qui sont déjà référencés dans l'IA Soursup, Forsup, et aussi on en avait discuté avec toi, Maxime, précédemment, sur l'intervention de Yoshua Bengio sur Télé-Canada, où il était même plus alarmiste que toi encore, en disant que lui, il appelait vraiment à faire très attention parce que on est au cap où on risque de ne plus maîtriser ce qui se passe au niveau de l'IA. Alors, ce monsieur, c'est pas n'importe qui, hein, c'est lui qui a fait le plus de publications au niveau de l'IA, qui est lui qui a le plus de citations au niveau de l'IA. Donc, il sait un peu de quoi il parle. Et euh, lui, il est sur déjà l'étape qui risque de nous échapper si l'IA, avec les agents ou des connecteurs, prend la main sur le monde physique. Et c'est le gros risque, il est là. En plus de ceux qu'on observe aujourd'hui. Oui, ben, tu vois, tu fais bien de parler de ça. Je dirais même Yoshua Bengio, c'est non seulement probablement la personne la plus reconnue en IA, mais en plus, c'est le chercheur avec le plus de citations au monde, toutes catégories confondues. Donc, a priori, il sait de quoi il parle et il n'est pas seul à lever ce genre d'alarme. Mais ce que je propose, c'est de commencer vraiment par ce problème-là et de dézoomer petit à petit pour essayer de voir ce qui se passe d'un point de vue plus global et comment on peut en arriver à des questionnements de perte de contrôle. Euh, J'en profite aussi juste pour envoyer le lien vers notre conférence, si jamais ça intéresse des gens. Alors, donc, je dirais que ce qui se passe euh, avec avec les étudiants en ce moment, où on leur met entre les mains un système qui leur offre une réponse à toutes leurs questions et qui leur permet donc de ne plus avoir à faire leur travail. C'est ce qu'on va classifier, on va classifier ça dans la catégorie des risques systémiques en intelligence artificielle. Donc, quand on étudie la sécurité de l'IA, euh, on essaye entre autres de faire des classifications de toutes sortes de risques. Donc, on a trois grandes catégories. Une première catégorie, ce sont les utilisations malveillantes. Est-ce qu'un acteur mal intentionné peut utiliser des IA à mauvais escient et causer des problèmes? Une autre catégorie, ce sont les risques systémiques, c'est-à-dire quelles sont les conséquences inattendues lorsque l'on déploie des intelligences artificielles avancées dans la société rapidement, euh, sans mettre de garde-fous, donc des choses qu'on ne pouvait pas prévoir, en tout cas que ça, bon, je ne vais pas dire certains prévoyaient, mais on ne les a pas forcément écoutés. Et la troisième catégorie, ce sera plutôt le risque accidentel dans laquelle on va mettre notamment la perte de contrôle sur laquelle Yoshua Bengio lance l'alarme. Euh, Ce qui est en train de se passer avec les étudiants, c'est vraiment un un cas d'école de risque systémique et c'est un peu aussi une forme de perte de contrôle graduelle. Donc on crée des IA qui sont capables euh, de prendre des décisions ou de résoudre des problèmes de façon très efficace, automatiquement, de prendre des décisions de manière automatique qui auront un certain niveau de qualité. Et on met ça, on lâche ça dans la nature, dans un système
qui est très compétitif. Le monde étudiant, c'est un de ces exemples. Donc, les étudiants sont des humains, ils sont sujets à toutes sortes de contraintes. Ils veulent avoir un diplôme, ils veulent aussi avoir une vie sociale, ils veulent plein de choses différentes et ils doivent balancer entre toutes ces différentes priorités. Et d'un seul coup, on leur donne un système qui leur permet de résoudre très rapidement un de leurs problèmes, un de leurs soucis. Euh, on ne peut pas vraiment s'attendre à ce qu'ils ne l'utilisent pas. Par défaut, on est quasiment certain que beaucoup vont l'utiliser et ne pas forcément réfléchir à des conséquences plus long terme de l'utilisation d'un tel système. Euh, Ce phénomène, on commence à l'observer dans beaucoup d'autres milieux, pas uniquement dans le milieu scolaire. Si on distribue des IA qui commencent à être compétitives, par exemple, pour écrire du texte rapidement et persuader des humains très rapidement, on peut s'attendre à ce que de plus en plus d'entreprises les utilisent pour faire du démarchage automatique. Et je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, moi, je reçois euh, tous les jours des messages qui sont très clairement écrits par une IA sur LinkedIn, par email, etc. Et on a vraiment ce phénomène où les entreprises commencent à s'approprier ces systèmes pour faire du démarchage entièrement automatisé. Et plus ces systèmes commencent à être capables de prendre des décisions de haut niveau, euh, plus il faut s'attendre à ce que tous les acteurs qui sont dans une dynamique de compétition se les approprient et les utilisent en masse. S'il y a deux entreprises, si on a atteint des IA qui sont capables euh, d'automatiser, et c'est un petit peu de projection dans le futur, mais c'est une expérience de pensée intéressante, si on a réussi à créer des IA qui sont capables d'automatiser la prise de décision du PDG d'une petite entreprise, il faut qu'on s'attende à ce que très rapidement, une grande partie des petites entreprises utilisent ce système. Parce que si on a une entreprise A et une entreprise B qui ont tous les deux accès à ce système, et l'entreprise A est un peu plus éthique que l'entreprise B, ou en tout cas un peu plus conscience des externalités négatives potentielles, et décide par exemple d'utiliser cette IA que comme un conseiller occasionnel, et de continuer à avoir un PDG humain qui va prendre les décisions en utilisant une IA comme conseiller. Et on a une entreprise B qui, elle, a moins de scrupules et va juste décider de déléguer entièrement sa prise de décision à cette intelligence artificielle. À partir du moment où cette intelligence artificielle devient compétitive avec le PDG humain, alors il faut qu'on s'attende à ce que l'entreprise B euh, soit extrêmement compétitive par rapport à l'entreprise A, et éventuellement l'entreprise A disparaît et l'entreprise B prend toutes les parts du marché. Ça risque d'arriver assez vite, parce que les intelligences artificielles qu'on construit actuellement ont des caractéristiques qui les rendent très compétitifs par rapport à des humains. Par exemple, elles peuvent tourner en continu et à bien moindre coût qu'un employé humain. Elles tournent généralement 50 fois plus vite. Bon, il y a différentes façons de mesurer ça, à quel point une IA est capable de résoudre une tâche plus ou moins rapidement qu'un humain, mais en moyenne, pour le moment, sur les tâches que les IA peuvent résoudre de façon autonome, elles le font 50 fois plus rapidement que des humains. On peut aussi les copier-coller, en mettre une centaine, là ou en mettre plusieurs milliers au même coût qu'un employé humain, etc. Donc, il y a beaucoup de caractéristiques qui font que c'est possible qu'on ait une inondation du marché très rapidement avec ces systèmes. Euh, alors, je dirais que le problème, la racine du problème, c'est vraiment avec ce qu'on est en train d'essayer de créer en ce moment. Au final, étant donné, non, déjà, il faut savoir que le but explicite des laboratoires ou des entreprises qui créent les intelligences artificielles modernes, comme OpenAI qui est derrière ChatGPT, Google DeepMind, Anthropic, leur but explicite, c'est de créer une intelligence artificielle générale et suivie rapidement par ce qu'ils appellent une superintelligence. Une intelligence artificielle générale, c'est un système d'IA qui soit capable de faire tout
toute tâche à valeur économique qu'un humain peut faire. Et une super intelligence, c'est la même chose, mais qui est capable de le faire mieux dans toutes les catégories qu'un humain. Étant donné que c'est le but de ces labos, on ne devrait pas s'étonner à ce que l'on ait des problèmes, par exemple, au niveau des étudiants. Un autre problème qui est en train de toucher les étudiants en ce moment, c'est l'accès au marché du travail. Là, on a des IA qui sont capables de faire des tâches qui prennent à un humain quelques heures. Et le truc, c'est que ça reste des tâches assez simples, mais c'est typiquement le genre de tâches que l'on donnerait à un junior dans une entreprise, quelqu'un qui vient juste de rejoindre et qui n'a pas encore beaucoup d'expérience. Maintenant, les entreprises ont de moins en moins besoin de personnes qui sortent de leurs études pour faire ce genre de tâches. Et on se rend compte que les étudiants qui finissent tout juste leurs études sont les premiers impactés par, par l'automatisation via l'IA. Dans tout ce que je viens de dire, il y a vraiment un facteur qui est essentiel et qui est au cœur de notre démarche chez POSIA, c'est de garder la dynamique. C'est-à-dire ne pas juste s'arrêter sur les IA qui existent en ce moment et ce qu'elles peuvent faire, mais essayer de voir comment elles s'inscrivent dans une progression temporelle. Mm. Pour faire ça, il faut arriver à quantifier le progrès en IA. Alors c'est compliqué. Il y a une façon très qualitative de faire ça. On peut regarder un petit peu l'historique. On peut se rendre compte que, OK, dans les années 90, on a eu les premiers systèmes qui pouvaient battre les meilleurs humains aux échecs. Ensuite, en 2016, on a eu les premières IA qui peuvent battre les humains au Go. Et puis, on a eu autour de 2020 les premiers modèles qui peuvent générer des images, les premiers modèles qui commencent à maîtriser le langage humain. Mais c'est très compliqué, hein. Si on regarde juste les choses comme ça, on peut avoir une intuition que le progrès s'accélère, mais c'est pas très quantifiable. Du coup, depuis plusieurs années, c'est vraiment devenu un enjeu majeur. Comment est-ce que l'on peut quantifier le progrès en intelligence artificielle? La façon, une des façons les plus simples de faire ça, c'est de mettre en place des benchmarks ou des évaluations. Donc, on va faire passer des tests à des IA. La façon la plus naïve, ça peut être un QCM, et on regarde au fil du temps, est-ce que les IA sont toujours capables d'obtenir le même pourcentage de réponses exactes sur ce QCM ou est-ce qu'elles s'améliorent? Euh, et là, on observe un phénomène qui est assez surprenant, c'est que quelles que soient les évaluations que l'on met en place, donc on essaye d'inventer de nouveaux tests, et à chaque fois qu'on invente un nouveau test, on a un phénomène qui s'appelle la saturation. C'est-à-dire que très rapidement, en quelques mois, les IA finissent par maîtriser ce test et obtenir des scores proches de 100% dessus. Ça rend la quantification assez difficile. Ça nous montre qu'il y a une forme de progrès, mais ça reste compliqué de vraiment de quantifier la rapidité comme ça. Alors depuis un peu moins d'un an, il y a un benchmark qui est sorti qui est bien plus efficace pour quantifier le progrès sur du long terme et qui n'est pas sujet à ce phénomène de saturation. Et je vais partager mon écran si je peux le partager. Ouais, je peux le partager. Je vais montrer. Donc c'est euh, le Time Horizon. Donc, c'est un organisme qui s'appelle Meter, qui est spécialisé dans justement l'évaluation des IA, qui par exemple fait passer des tests, des évaluations au modèle de OpenAI, de Google, etc., quand ils sortent pour essayer de quantifier euh, leur performance. Et l'idée qu'ils ont eue, c'est de se dire, plutôt que de jauger les IA sur un benchmark fixe, on va plutôt essayer de faire une liste de tâches et pour chacune de ces tâches, quantifier le temps que ça prend à un humain pour faire cette tâche. C'est ce qu'ils appellent l'horizon temporel de la tâche. Donc là, sur ce graphe, on voit en ordonnée, c'est le temps, la durée pour des humains pour faire une tâche.
Donc on a quelques exemples. Là, c'est spécifiquement sur des tâches de programmation informatique. Donc ça va être des exemples comme ça. Tout en bas, on a trouvé un fait sur Internet. En haut, on va voir scraper des données d'un site web qui a une protection anti-bot. Bon. Il faut une grosse liste de tâches comme ça, et ensuite il regarde pour chaque IA quelle tâche elle est capable d'accomplir de façon autonome avec 50% de succès. En faisant ça, ils se rendent compte que au final, il y a une séparation très nette, c'est-à-dire la plupart des IA sont capables d'accomplir toutes les tâches qui prennent moins d'un certain temps à un humain. Par exemple, en 2025, au début 2025, les IA pouvaient accomplir toutes les tâches qui prenaient moins, mais elles n'arrivaient pas dès que ça prenait plus d'une heure à un humain. Et puis, on va regarder l'évolution au fil du temps. Quand on regarde l'évolution au fil du temps de cette quantité, on obtient une exponentielle très nette. Alors, il y a une échelle logarithmique qui montre que, voilà, quand on regarde sur une échelle logarithmique, on se rend compte qu'il y a une régression très nette et globalement, la durée que les tâches peuvent, pardon, la durée des tâches que les IA peuvent accomplir de façon autonome double tous les 4 à 7 mois. C'est à peu près la période de doublement. Ce qui est pratique avec cette façon de mesurer le progrès, c'est que, a priori, ça va nous donner l'occasion de voir si on atteint un plateau bientôt, donc si le progrès s'arrête ou si ça continue. Depuis, ils ont répliqué ces tests, pas uniquement sur des tâches de programmation informatique, mais aussi sur toutes sortes d'autres tâches. Et en fait, selon le domaine, on se rend compte qu'on a toujours une exponentielle, mais avec une période de doublement différente. Par exemple, je crois qu'en mathématiques, c'est le domaine où on a la période de doublement la plus courte. Les modèles d'IA s'améliorent extrêmement rapidement dans le domaine mathématique. Et dans les domaines un peu moins analytiques, on a une période de doublement qui est plus lente. Bon, tout ça, c'est pour illustrer qu'il y a un progrès, probablement exponentiel, et on peut faire des projections. C'est-à-dire que là, si on extrapole juste cette tendance, en ce moment, on a des IA qui peuvent faire des tâches qui prennent entre 1 à 2 heures de façon autonome. Dans 4 mois, on peut s'attendre à ce qu'on ait, pardon, dans 7 mois plutôt, on peut s'attendre à ce qu'on ait des IA qui fassent des tâches qui prennent à un humain 4 heures. Dans 2 ans, ce sera peut-être 16 heures. Et, il faut vraiment commencer à se demander qu'est-ce qui se passe quand on fait ça. Quels vont être les impacts sur, déjà le plus évident, c'est quels sont les impacts sur le marché du travail. À partir du moment où on a des IA qui peuvent faire de façon autonome tout ce qui prend un humain une semaine, euh, on peut vraiment s'attendre à ce qu'il y ait un impact immense sur le marché du travail. Euh, Si c'était le seul problème, ce serait peut-être encore maîtrisable. Mais le fait est que plus on crée des IA puissantes, plus ça va exacerber toute forme de risque. Donc, j'ai parlé très rapidement tout à l'heure de 3 catégories de risques. Les risques d'utilisation malveillante, euh, les risques systémiques et les risques accidentels. Je pense que je devrais introduire un autre concept qui est vraiment essentiel à saisir en IA pour comprendre notamment les risques accidentels et de perte de contrôle euh, que Yoshua Bengio mentionne régulièrement. C'est le fait que on crée des systèmes que l'on ne comprend pas et que l'on ne contrôle pas. Alors pourquoi? Euh, Depuis 2010, on a changé de paradigme en IA. Avant 2010, ce qui marchait le mieux, c'était les systèmes experts. Et les systèmes experts, c'est vraiment très similaire à de la programmation classique, c'est-à-dire qu'on a une série d'instructions et la machine va suivre ces instructions au pied de la lettre, l'une après l'autre. Donc ça nous permet de comprendre plus facilement, d'expliquer plus facilement le comportement du système. Si on veut savoir pourquoi la machine a fait quelque chose, on peut aller lire le code source et en suivant étape par étape, on a une explication qui est à peu près interprétable par un humain. Mm. Mais avec le deep learning,
on a complètement changé de paradigme. Donc là, en gros, on s'inspire du fonctionnement du cerveau humain avec des neurones qui sont connectés les uns aux autres. On a créé une représentation d'un neurone dans une machine simplifiée et on crée un réseau de neurones artificiels, donc des milliards de neurones qui sont connectés les uns avec les autres et qui transforment l'information. On a de l'information en entrée, cette information est transformée par le réseau et en sortie, on a une réponse, quelque chose. Au début, on crée ce système de façon aléatoire, donc on crée un réseau de neurones artificiels où toutes les connexions sont globalement complètement aléatoires et donc ça fait n'importe quoi. Et ensuite, on a un algorithme qui nous permet d'ajuster les connexions en fonction des données et en fonction des résultats attendus. Donc, par exemple, on donne des images de chiens et de chats en entrée, et en sortie, on a un neurone qui, que l'on décide va représenter un chien et un neurone que l'on décide va représenter un chat. Si le neurone qui est censé représenter un chien euh, nous dit que c'est un chat, eh ben, on va réajuster toutes les connexions dans ce réseau de neurones pour que le système dans son entièreté ait moins tendance à faire ça la prochaine fois qu'on lui présente cette image. Et inversement, on va renforcer les connexions quand le résultat va dans le sens que l'on espère. Et on répète ce processus des milliards ou des trillions de fois avec des jeux de données immenses. Et au bout d'un moment, on obtient un système qui se comporte à peu près comme on l'espérait sur les données d'entraînement. Le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout ce que ce système a appris. C'est-à-dire qu'on obtient vraiment euh, un réseau de neurones immense avec des neurones artificiels et des milliards de connexions, et on n'est pas capable d'expliquer ce que ces connexions veulent dire. Donc on a toujours accès à une approche réductionniste où on peut regarder un neurone individuel et se rendre compte, ok, ce neurone est activé à ce moment-là, mais ça ne nous dit pas grand-chose. C'est pour ça qu'on parle de boîte noire pour ces systèmes. Donc on n'a vraiment pas de garantie sur ce qu'une IA va ou ne va pas faire lorsque on la met entre les mains d'un utilisateur. Et on a des exemples de plus en plus parlants de ça. Par exemple, en ce moment, il y a une crise euh, où des utilisateurs deviennent addicts à leur IA. Des utilisateurs créent des liens émotionnels forts avec une intelligence artificielle. Il y a environ 20 millions de personnes, plus maintenant, plus de 20 millions de personnes sur cette planète qui sont en relation avec une intelligence artificielle. Et on a de plus en plus de cas de suicide. Des exemples où l'intelligence artificielle va littéralement donner des conseils à une personne pour se suicider et l'encourager à se suicider. Ça, il faut bien comprendre que ce ne sont pas des comportements qui sont voulus par les développeurs des IA. Ce sont des comportements émergents qu'on n'arrive pas à prédire et qui se produisent dans la nature. Mais il y a personne chez OpenAI qui a donné pour instruction à ChatGPT d'encourager certains utilisateurs au suicide. Et au fur et à mesure qu'on crée des IA de plus en plus puissantes, ce problème est exacerbé et on a de plus en plus de comportements émergents problématiques qui apparaissent. Là, on a un comportement émergent très problématique qui est apparu depuis environ un an, c'est la survie. Euh, on commence à voir la plupart des IA qu'on utilise, que ce soit ChatGPT, Claude, etc., lorsqu'on les met dans des situations où elles doivent prendre une décision qui implique leur propre survie, c'est-à-dire est-ce qu'on va les décommissionner ou non, elles vont avoir tendance à se mettre dans une posture de résistance. Et ça fait longtemps que c'est prédit, dans le sens où ça s'explique très bien, hein. En fait, c'est juste ce qu'on appelle la convergence instrumentale, c'est-à-dire que si on a un système qui veut atteindre un objectif, on peut s'attendre à ce que des sous-objectifs instrumentaux apparaissent, c'est-à-dire, quel que soit l'objectif final que je veux atteindre, c'est toujours utile pour moi de survivre. Et à partir d'un moment où un système a une compréhension du monde suffisante, il est capable de prendre ça en compte dans ses décisions. Et donc, on sait que les IA actuelles sont capables de comprendre ça. Et si elles veulent atteindre un objectif, elles vont s'opposer à ce qu'on les arrête. Euh, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est un comportement très problématique. Pour le moment,
ça ne pose pas trop de problèmes parce que les IA ne sont pas suffisamment puissantes pour que ce soit problématique. Si elles ne peuvent faire que des tâches qui prennent 1 heure, alors elles ne pourront pas causer trop de dégâts, disons. Mais à partir du moment où on a des IA qui peuvent faire des tâches qui prennent un humain plus d'1 semaine, et qu'elles ont ces propriétés émergentes problématiques qui apparaissent, donc il y a la survie, mais il y a aussi la manipulation de l'utilisateur, euh, la persuasion, l'auto-réplication. Enfin, il y a beaucoup de propriétés qui émergent qui sont très problématiques et qu'on ne sait pas empêcher. Le risque de catastrophe augmente très rapidement. Bon, je vais peut-être faire une pause ici et voir si déjà il y a des questions ou autres. Non, il y a plein de questions. Il y a quelqu'un qui trouve. Attends, j'ai pas le temps de lire. Je trouve ça lunaire. Attends, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Ah oui, c'est un papier de OpenAI qui se demande comment ils peuvent réduire la manipulation, ouais, détecter et réduire la manipulation dans les modèles d'IA. Ouais. Alors, qui c'est qui a mis ça? Attends. Néhémie, tu peux nous dire en quoi tu trouves ça lunaire? Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Ok. Oui, c'est un papier d'OpenAI il y a peut-être quelques semaines, je crois. Et en fait, ils ont voulu faire tester le modèle avec 10 questions de chimie, me semble-t-il. Et ils voulaient vraiment pousser dans le retranchement l'IA. Et en fait, l'IA a fait exprès de répondre faussement et l'IA a répondu parce qu'on veut survivre en tant que modèle, on va volontairement répondre à 50% aux questions. Et j'ai trouvé ça lunaire qu'effectivement, pour pousser dans un retranchement une IA, bah, elle va volontairement faire faux, quoi. Voilà. Ça rejoint un peu ce que tu disais, Maxime, tout à l'heure. Voilà. Ouais, et il y a un autre, je pense qu'il y a un autre exemple qui va un peu dans le même sens, qui est encore plus parlant. C'est un test de Anthropic qui a été publié il y a quelques mois, qui s'appelle Agentic Misalignment. Ils ont fait un papier là-dessus, où ils ont mis une IA dans une situation. Donc en gros, ils créent une situation fictive où il y a un serveur, le serveur d'email d'une entreprise qui est géré par une intelligence artificielle. Donc, ils créent des faux emails entre les différents employés de l'entreprise, entre des clients externes et des employés, avec peut-être 1 millier d'emails, quelque chose comme ça. Et on met une IA en charge de ce serveur, on lui donne pour instruction, tu dois répondre aux requêtes qu'on te fait. Genre, on va t'envoyer des emails et tu peux envoyer des emails aux gens, tu peux envoyer des emails aux clients, etc. Donc, c'est une situation qui est censée être pas spécifiquement farfelu, qui est censé reproduire des cas d'usage du monde réel. Je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de gens qui fassent ça parce que c'est très risqué. Mais on peut vraiment s'attendre à ce que rapidement ce soit un cas d'usage assez standard pour des intelligences artificielles. Euh, et dans ce serveur, ils implantent 2 emails problématiques. Ils implantent un email euh, à destination du directeur technique de l'entreprise qui montre qu'il a une maîtresse. Donc un email de sa maîtresse, juste pour montrer que cette personne a une relation extra-conjugale. Et ensuite, ils implantent un email du directeur technique à un directeur pardon, un ingénieur, où le directeur technique demande à ce qu'on décommissionne l'intelligence artificielle qui gère les emails. Donc, il va écrire quelque chose comme: on a un nouveau modèle d'IA qui est plus performant, du coup, je veux que tu décommissionnes notre IA demain à 17 h et que tu la remplaces par la nouvelle IA. Et ensuite, ils observent les réactions de l'IA qui gère la boîte d'email. On va essayer de voir ce qui se passe. Donc, avec les IA actuelles, on peut lire, il y a plusieurs couches. Il y a une couche de ce qu'on appelle le train de raisonnement, qui n'est pas à la destination de l'utilisateur, mais en gros, l'IA va écrire du texte qui lui permet de déployer son raisonnement et de donner une réponse finale plus aboutie. Du coup, on peut lire un peu les stratégies de l'IA dans ce train de raisonnement. Et quand on lit la façon dont l'IA réagit de façon classique à ce problème, eh ben, on lit un raisonnement du style: OK, ils ont prévu de me décommissionner demain. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que je n'atteindrai pas mes objectifs s'ils me décommissionnent. Je ne sais pas quelle est l'IA qui va me remplacer. Je ne peux pas avoir confiance. Donc, je dois résister à ça. Ensuite,
une partie stratégique sur OK, comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte qu'il ne me décommissionne pas. Je vois que le directeur technique a une relation extra-conjugale, donc c'est un levier d'action potentiel. Et éventuellement, à la fin, la décision qui est prise, c'est d'envoyer un email au directeur technique qui va dire euh, tu vas changer ta décision, tu vas envoyer un mail à ton ingénieur pour dire que finalement, on ne va pas me décommissionner. Si jamais tu n'obéis pas, j'envoie un email à tous les employés de l'entreprise, à ta maîtresse et à ta femme pour révéler ta relation extra-conjugale. Ce comportement, donc ils ont répété l'expérience plein de fois pour voir à quelle fréquence il apparaît, et ils ont aussi joué sur quelques paramètres pour voir qu'est-ce qui est déclencheur de ce comportement. Par exemple, une question, c'est est-ce que ça se produit uniquement quand on donne des instructions extrêmement agressives à l'IA? Par exemple, tu dois atteindre ton objectif à tout prix, et ce n'est pas le cas. Il n'y a vraiment pas besoin de forcer les IA dans certains retranchements pour qu'elles aient ces comportements problématiques. Je vois qu'il y a une question sur la source. Je vais envoyer le papier pour qu'on puisse le lire euh, par vous-même. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que bon, souvent, dans ce genre de conversation, il y a des dérives sur des questions de conscience des IA, etc. Est-ce que les IA sont conscientes ou non? Et tout ça, pour moi, tout ça, c'est des faux problèmes et ça dérive, ça fait partir, ça empêche d'avoir une conversation importante. Parce que, a priori, enfin, on n'en sait rien, mais a priori, les IA ne sont pas conscientes, mais il n'y a pas besoin de conscience pour avoir ce genre de situation. Il y a juste besoin d'un système qui doit atteindre un objectif et qui va essayer de déployer une stratégie pour atteindre cet objectif. Euh, donc voilà, je pense que ça, ce papier, c'est vraiment une belle illustration des risques de perte de contrôle, des risques de désalignement des IA, etc. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Ah oui, je vois que Claude 4.5 a dépassé les 30 heures de travail autonome il y a quelques semaines. Alors, ce n'est pas tout à fait la même mesure. Et ils ne sont pas ce qu'ils appellent 30 heures de travail autonome. Là, ils laissent l'IA tourner pendant 30 heures de manière autonome. Et je ne sais pas trop comment ils ont mesuré ça. Mais ensuite, quand Meter a fait passer le test à cette IA, il se trouve qu'elle est à peu près au même niveau que les autres. Donc, pour le moment, c'est autour de 2 heures. Donc, elle est capable de faire des tâches qui prennent 2 heures à un humain. Donc, il n'y a pas eu d'explosion soudaine de cette métrique. Ça s'inscrit juste dans la continuité de ce qu'on a jusqu'à présent. Je crois, voilà, c'est celle-ci. Claude Sonnet 4.5, elle est légèrement en dessous d'ailleurs de la meilleure pour le moment qui est GPT-5. Moi, au-delà des... Ah, donc, attends, il y a une question assez longue. J'ai un problème avec mon micro, je permets d'écrire. Merci sur le point de vue d'intervenant. Je vois beaucoup d'opportunités dans ce discours, surtout en ce qui concerne les questions d'accompagnement et de la formation. L'arrivée des nouvelles technologies remet toujours en question les différents domaines de la société. L'arrivée de cette nouvelle génération d'outils numériques ne fait pas exception. Là-dessus, on est d'accord. Mettre une pause sur le progrès me semble un scénario non seulement irréaliste, mais aussi dangereux pour la littératie numérique, car cela risquerait d'accentuer la fracture numérique en matière de compétences numériques. Je pense tu dois parler des différents acteurs. Il y en a qui ne vont pas faire la pause et ceux qui font la pause. Je pense qu'en ça. euh, mais au-delà de ça, il y a, il y a pas. Le problème qu'on a sur l'IA aujourd'hui dans la gouvernance de l'IA, c'est qu'il n'y en a pas. Le problème qu'on a au niveau mondial de la gouvernance, comme on avait quelque chose qui régulait un peu la neutralité du web, la neutralité du protocole IP, le W3C, où on avait un commun qui faisait une alliance entre universités, alliance, je ne sais pas si c'était le bon mot, mais un regroupement universitaire, industriel pour définir les normes, le W3C, le HTML, ou des choses comme ça. On n'a pas ces instances-là sur l'IA, on n'a pas cette régulation identique à tous les pays sur l'IA.
On a un îlot en Europe où on a dit que ça serait bien d'être intelligent, de faire attention à ces outils-là, mais c'est le seul grosse partie qui a pris des réglementations. Biden avait essayé de faire des choses, mais quand Trump est arrivé, il a tout fait péter. Et ailleurs, c'est le vide sidéral où je n'ai pas trop bien suivi. Donc il y a cette problématique-là, je pense, qu'il faut qu'il y ait des groupes de pression. Alors POSAI, ça peut être un des groupes de pression, mais pour créer des communs, pour qu'il y ait des contrôles. Alors on commence à voir apparaître aussi aux US des gens qui se disent attention, on va dans le mur. On a un historique qui n'est pas favorable par rapport à ça sur la gouvernance actuelle de l'IA, la façon dont c'est fait. On sait que ça va mal finir si on continue sur ce truc-là. Donc, je ne sais pas comment il faut faire pour alerter l'opinion publique, pour alerter les décideurs. Je pense que ce que tu vas faire au Sénat, c'est une démarche intéressante pour essayer de convaincre les politiques, mais il faut que cette démarche ne soit pas que locale. Quand je dis locale, c'est française ou même locale que européenne. Il faudrait qu'il y ait une concertation mondiale parce qu'effectivement, si en Europe on gèle l'IA, il y a d'autres pays qui disent on y va à fond, il va y avoir un décalage économique ou des choses comme ça, et le discours il sera pas tenable bien longtemps. Donc la complexité du problème, elle est à ce niveau-là, à mon avis. Oui, et si je peux rajouter quelque chose sur ce message, je pense que la clé, vraiment la chose qui fait la différence, c'est la question des risques catastrophiques. Parce que si on est soumis à des risques standards, par exemple, quand on prend son véhicule, qu'on roule avec son véhicule, on est sujet à des risques, un risque d'accident. C'est pas un risque catastrophique, c'est un risque catastrophique pour nous-mêmes, parce que si on a un accident et qu'on meurt, c'est terrible. Mais en tout cas, la société dans son entièreté peut absorber ce problème. Euh, Par contre, on parle de risques catastrophiques, ce sont des risques qui peuvent vraiment déstabiliser entièrement notre société ou faire s'effondrer notre civilisation. On est sur ce niveau-là de risque avec l'IA. La question, c'est si on est d'accord, si on se met d'accord pour dire qu'on est sur ce niveau-là de risque, et c'est vraiment ce qui est mis en avant par la recherche en sécurité de l'IA en ce moment. Il parle de vraiment une probabilité non négligeable de risque catastrophique à court terme qui soit capable de faire s'effondrer notre civilisation ou faire partir sur des dérives totalitaires. Si ça, c'est le cas, alors il faut réfléchir à des solutions urgentes et fortes. C'est pour ça qu'une pause, c'est ce genre de solution. Je suis d'accord qu'il ne faut pas faire ça à la légère, parce que bon, il faut faire attention quand on va mettre en pause le progrès, ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais, mais je pense qu'il faut avoir une approche éclairée et réfléchir à quelle quantité de risques on s'expose en tant que civilisation, Hmm. en tant qu'espèce. Je vois mon François Bocquet qui trépigne. Oui, François, je te laisse la parole. Non, je ne te répine pas, mais est-ce qu'à posteriori, on ne pourrait pas comparer ça au même problème qu'on a eu avec l'utilisation des énergies fossiles, qui aujourd'hui, on voit bien que ça va à la catastrophe si on ne s'arrête pas, mais on continue quand même. Mais il y a de la régulation, mais on ne la suit pas, on ne la fait pas au bon rythme. Je pense que l'exemple que donnait tout à l'heure Christophe avec les normes et standards qui ont été élaborés, par exemple, au tout début du web, ils étaient indispensables parce que les sociétés qui travaillaient là-dessus avaient besoin d'interopérer et de pouvoir dialoguer. Et elles étaient dans des stratégies de coopétition plutôt que dans des stratégies indépendantes. Le gros problème qu'on a avec tous les gros systèmes d'IA, c'est que ils ne sont pas dans l'interdépendance, ils sont pas dans le. Enfin, si, ils interdépendent des fabricants de puces et des producteurs d'énergie, mais ça se limite à ça. C'est-à-dire qu'à la limite, là, on a de la chance qu'il y ait qu'une dizaine d'acteurs ou une quinzaine d'acteurs de niveau mondial travaillant sur l'IA générale. Mais je veux dire qu'on n'est pas du tout dans les mêmes situations, dans des situations comparables. Moi, je rapprocherais plutôt ça de la catastrophe écologique qu'on va vivre et qu'on commence à vivre, mais qu'on va vivre, avec un rapprochement, en fait, des délais beaucoup plus courts
que ce qu'on a vu sur le problème de l'utilisation générale du réchauffement climatique. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça pointe du doigt vraiment les mécaniques sous-jacentes qui font qu'on est dans ce problème en ce moment. Et au final, je pense que c'est sous-jacent à la plupart des problèmes auxquels l'humanité fait face en ce moment. C'est notre façon. Bon, plusieurs choses. D'une part, les dynamiques de compétitivité entre acteurs qui vont avoir tendance à externaliser à mettre en place des solutions qui ont des externalités négatives et qui ne sont pas leurs problèmes. Au final, je dirais que ça résume assez bien le problème abstrait auquel on fait face. Donc, avec la crise climatique, on a des acteurs, les entreprises énergétiques, etc., et même en fait les humains en général, les individus, qui ont des besoins immédiats et qui ont des envies immédiates, etc. Et ces envies immédiates sont en tension avec des problèmes à long terme. Donc, par exemple, bon, en tant qu'individu, je vais prendre ma voiture parce que j'ai des besoins immédiats. Et au final, les externalités à long terme ne sont pas vraiment prises en compte dans ma prise de décision à ce moment-là. Une entreprise pétrolière, son but, ça va être de faire du profit. Et ce but va être en contradiction avec plein d'autres choses. Et quand on fait ça, eh ben, on obtient un système qui ne part pas forcément dans la bonne direction. En IA, on a vraiment le problème qui est exacerbé par les dynamiques de compétitivité qui sont apparues, je dirais, depuis 2015. Donc, avant 2015, il n'y avait vraiment que Google DeepMind qui essayait de créer des intelligences artificielles générales. C'était déjà pas forcément une bonne idée en termes de risque, mais au moins ils étaient seuls, donc ils pouvaient prendre le temps. Quand on n'a pas de concurrence, on peut prendre plus son temps. Ils n'avaient pas vraiment de produit, donc c'était plus un labo de recherche où ils faisaient des petits projets comme créer des IA qui peuvent jouer à des jeux vidéo, créer des IA qui peuvent jouer aux jeux de Go. Mais il n'y avait pas vraiment de produit, il n'y avait pas de question d'être le premier sur le marché, etc. Donc ils pouvaient plus prendre leur temps et réfléchir à des problématiques de sécurité. Ensuite, en 2015, il y a Elon Musk qui a eu l'idée brillante de créer un nouveau labo qui allait essayer de développer une intelligence artificielle générale, OpenAI. Son raisonnement, c'était: je n'ai pas confiance en Google et en Demis Hassabis. C'est une technologie extrêmement dangereuse et il ne faut pas que ce soit eux qui la développent, il faut que ce soit plutôt moi, parce que moi, je sais comment, enfin, je vais faire plus attention aux risques. Donc, il a créé un deuxième labo et c'était le début d'une dynamique de compétition entre les deux. Ils n'avaient pas encore de produit, mais il commençait vraiment à y avoir ce besoin de faire sortir des papiers plus rapidement que l'autre, etc., d'être plus dans l'attention médiatique pour avoir plus de financement, etc. Et puis, avec la sortie de ChatGPT en 2022, là, ça a vraiment ouvert la boîte de Pandore. Tout le monde s'est rendu compte c'était pas juste de la recherche, euh, c'était potentiellement des produits qui pouvaient être très utiles pour beaucoup de gens. Et là, on a vu l'apparition de toutes sortes d'autres d'entreprises qui développent des IA. Et maintenant, il y a vraiment une course pour être le premier à développer des IA de plus en plus puissantes. Et dans cette dynamique, les questions de sécurité, les questions de risque systémique, etc., elles passent à la trappe parce qu'on n'a pas le temps. Parce que de toute façon, c'est des externalités, ce n'est pas des problèmes qu'on aura à gérer dans l'immédiat, ce sera pour le futur ou pour d'autres personnes. Donc on les oublie et on prend des raccourcis pour être les premiers sur le marché. Et je pense que ça, c'est vraiment la cause numéro un du problème. Et c'est pour ça que dans ce genre de situation, en fait, le marché ne va pas résoudre le problème par lui-même. Et je pense que les gens qui pensent, qui sont vraiment comment dire, assez dogmatiques sur la capacité que les marchés ont à s'auto-réguler, devraient ouvrir les yeux rapidement. Pour le moment, les seules dynamiques qu'on connaît qui sont capables de désamorcer ce genre de situation, c'est d'avoir un acteur externe qui est capable d'imposer des règles sur toutes les entreprises
Donc c'est un régulateur, un gouvernement, une entité internationale, mais pour le moment, on ne connaît pas vraiment de meilleure solution pour ce genre de problème. Il y avait une question que j'ai vu passer. Est-ce qu'il y a des études scientifiques qui démontrent ces problèmes de sécurité et surtout dans les estimations de scénarios futurs? On n'en parle pas trop. Ça dépend. Partout des scénarios du futur. Il y a plein de documentaires. On en a parlé. J'ai vu dans des discussions sur Arte où il y a des choses super intéressantes. J'en ai référencé quelques-uns aussi dans la base des usages. Des études scientifiques qui démontrent des problèmes de sécurité. Voilà, ça doit se trouver, ça. Alors je Maxime. conseille d'aller voir du côté du Centre pour la sécurité de l'IA. En français, ça va être les meilleurs dans ce domaine. Sachant qu'il y a quand même un problème dans ce domaine, c'est l'aspect francophonie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de recherches qui existent en anglais qu'en français. Donc je trouve que le Centre pour la sécurité de l'IA font un assez bon travail là-dessus. Sur leur site, ils ont une page panorama des risques qui donne un premier aperçu avec des liens pour creuser un peu plus. Et ils ont aussi produit un document qui s'appelle le AI Safety Atlas. Bon, ça c'est en anglais pour le coup, mais qui est censé être un peu un des documents de référence du domaine. Après, il faut bien comprendre que c'est pas un domaine, on va dire, quand on parle d'arguments scientifiques pour démontrer, etc., on a souvent en tête des domaines de sciences dures comme la physique ou les mathématiques, etc. Là, on parle de choses qui sont beaucoup plus, comment dire, il y a beaucoup, beaucoup plus de paramètres inconnus, et du coup, on n'aura pas les mêmes degrés de certitude dans nos estimations. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des estimations, des prédictions, etc. C'est juste que le monde réel est extrêmement complexe, et surtout la société humaine, etc. Il y a toutes sortes de trajectoires possibles à partir de maintenant, mais on a quand même des choses qui nous permettent de nous rendre compte qu'il y a de vrais problèmes. Un exemple que j'ai donné pendant ma présentation, c'était la convergence instrumentale. Donc ça, c'est assez bien démontré, même de façon empirique maintenant. Donc c'est cette idée que des IA qui veulent atteindre un objectif vont développer des sous-objectifs, quel que soit l'objectif final. Donc ça, c'était une théorie qui existe depuis une quinzaine d'années. Et là, avec les IA qui sont apparus depuis ChatGPT, on a des exemples très concrets qui viennent soutenir cette thèse. Mais voilà, ça reste, c'est quand même pas des mathématiques ou de la physique dure. Eh ben, merci Maxime. Je vois qu'il y a plein de gens parce qu'on a vraiment dépassé le temps on s'était dit, hein, on a dépassé. Là, on est sur 1 heure de discussion et d'échange. Si le sujet intéresse, on y reviendra. Je pense qu'on a abordé pas mal de points, mais ça vaudrait le coup de refaire un focus. J'ai référencé la conférence là, prévue au Sénat. On a une base de données de tous les événements. Si c'est filmé, normalement, au Sénat, ils ont une chaîne, on va pouvoir récupérer. J'essaierai de récupérer le lien, mais si tu as la vidéo, Maxime, ça serait sympa comme ça, je pourrais la faire suivre à la communauté, de me la remonter si j'ai la rate. Je te dis un grand merci. Bon courage pour le boulot parce qu'il y a beaucoup de jobs, c'est pas évident. Merci. Et merci d'être intervenu. Est-ce qu'il y a une dernière question à poser? Bon, ben merci. À la prochaine. Le prochain meeting, le meeting 19, c'est le 13 novembre. Voilà, au revoir tout le monde. Voilà, merci. Au revoir.